5. Mécanique 2, d'accord? Donc la mécanique 2 tourne en fait autour de... alors, un gros aspect qui sont les mouvements de rotation, et en fait j'inclus dans la mécanique 2 une partie du premier semestre, donc je vous montre un peu, d'accord, qui va nous servir de révision qu'on va faire aujourd'hui et demain. Donc théoriquement c'est le dernier chapitre du semestre 1, mais chez moi ça devient le premier chapitre du semestre 2, c'est pas hyper grave globalement, d'accord. Et on est parti, chapitre 1, mouvement d'une particule chargée dans un champ électromagnétique. Voilà. Et on est parti. Pas définition, non, pas définition. Cadre général. Et petit 1, donc définition quand même, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Vous commencez à me connaître, c'est bien. Voilà. Alors l'idée est la chose suivante. En fait, s'il y a un mot que vous avez entendu extrêmement souvent, mais qu'on n'a jamais vraiment défini proprement, en tout cas je suppose que ça n'a pas été le cas pour vous et on ne l'a pas fait cette année, c'est la notion de champ. Vous connaissez le champ gravitationnel, vous connaissez le champ machin chose, etc., etc. Et donc maintenant vous êtes assez grand et assez grande pour avoir la définition réelle de ce truc-là. Vous allez voir que c'est assez décevant en fait, finalement, c'est pas très compliqué. Donc en fait, on appelle un champ une application, d'accord, c'est une fonction en fait, littéralement, qui à n'importe quel point de l'espace, que je vais appeler P, associe quelque chose, associe une grandeur. D'accord, voilà. Donc on appelle champ une application, on l'a pas vu ensemble, si je me trompe pas, d'accord, c'est ça. Une application qui a tout point de l'espace que je vais appeler P, on associe une grandeur qu'on peut noter de manière générale, je ne sais pas moi, grand X de P. Voilà, c'est tout simplement ça, un champ. Donc ce qui est important de comprendre dans la notion de champ, ça veut dire que le champ, il préexiste à ses effets, il est là, d'accord? Bien entendu, c'est un modèle, c'est une description de l'espace, et donc en fait, celui que vous connaissez le mieux, qui est le champ gravitationnel, probablement, ça vous raconte que le champ gravitationnel existe, même s'il n'y a pas de masse pour que la force du champ gravitationnel s'exprime. D'accord? Oui. Exactement, ça va, c'est la définition juste après. Voilà, tu as tout à fait raison. Donc en gros, si x est une grandeur réelle, on appelle ça un champ scalaire. Et si x est un vecteur, on appelle ça un champ vectoriel. Voilà, c'est pas très compliqué. Si x est un réel, on parle de champ scalaire. Alors vous connaissez en fait, vous connaissez des champs scalaires. Par exemple, le potentiel, c'est un champ scalaire. À n'importe quel point P, vous pouvez associer le potentiel de quelque chose. D'accord? Et ça, c'est un champ scalaire. Le potentiel, par exemple. Voilà. Vous pouvez définir un champ de pression. D'accord? Si vous êtes capable de définir la pression à n'importe quel endroit, bah, vous avez défini un champ de pression. Voilà. Donc vous voyez en fait que c'est un truc hyper général en fait, etc., etc. Vous n'avez vraiment aucune forme de problème. Vous pouvez, alors il y a des fois on n'en parle pas, mais par exemple si vous associez l'altitude à n'importe quel point dans le plan XY, vous avez défini un champ d'altitude, même si en général on n'utilise pas ce genre de terme, mais c'est bien une application qui a à n'importe quel point P associe une grandeur. Pas de problème dans cette histoire. Donc si X est un vecteur, on parle de champ vectoriel. Et donc en champ vectoriel, bah, vous en connaissez un très très bien, qui est le champ gravitationnel, hein, G, soit petit g, soit grand G, comme vous voulez. Et effectivement, il y en a d'autres. Hein. Bah, par exemple, un truc très intéressant. Oui, je t'écoute. Oui. Ça dépend ce que tu regardes dans la météo. Si tu regardes les températures, c'est un champ scalaire. Si tu regardes la vitesse de déplacement du vent, effectivement, les champs de vitesse de manière générale.
effectivement les champs de vitesse par exemple. Donc typiquement, soit dans la météo, soit peut-être de façon plus simple, vous pouvez en chaque point d'un fleuve donner la vitesse de déplacement des particules, c'est un champ de vitesse. Vous pouvez donner la vitesse de déplacement moyenne des voitures sur l'intégralité du réseau routier, c'est un champ de vitesse. Enfin vraiment littéralement, c'est le mot champ a autant de portée générale que le mot onde en fait en termes de concept, c'est-à-dire que ça en a vraiment une espèce de description très très large de cette histoire-là. On est d'accord sur la notion de champ? Voilà. Donc on s'intéressera beaucoup au champ gravitationnel dans le chapitre d'après, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est en fait qu'il existe un champ, enfin en tout cas on décrit un phénomène physique par quelque chose qu'on appelle le champ électromagnétique, qui est tout simplement en fait la superposition de deux champs, un champ électrique et un champ magnétique. D'accord. Le but du truc étant que cette chose existe. D'accord. En tout cas qu'on décrit des phénomènes avec ça. Donc là c'est à la limite du postulat définition, enfin c'est un modèle, quoi. On modélise en fait le phénomène électromagnétique par ça. D'accord. Voilà. Et donc on est parti là-dessus. Donc est-ce que c'est une définition ou une assertion? Je ne sais jamais trop dans ce genre de cas quand je vous dis bah, la physique vous raconte que ça existe, ça existe. Voilà. Donc on décrit les phénomènes électromagnétiques. Alors c'est la dernière fois que j'écris électromagnétique en entier. D'accord, il existe une abréviation générale qui est ELMG pour électromagnétique. D'accord, voilà, donc ça sera du call pour la suite. Électromagnétique par la superposition de deux champs vectoriels et en fait c'est littéralement ce qui est écrit dans le titre. Comme c'est électromagnétique, vous avez un champ électrique et un champ magnétique. D'accord, voilà. Donc le champ électrique qu'on note E comme électrique et le champ magnétique qu'on note B pas comme magnétique. Oui. Alors là c'est une superposition, c'est pas une addition parce que ces deux trucs-là n'ont pas du tout la même dimension. Hein. Donc on ne peut pas faire le champ égal E plus B. Mais sinon après quand je dis superposition, c'est peut-être un mauvais mot. En tout cas, c'est pas une addition. C'est juste qu'en un point donné, tu peux avoir un champ électrique et un champ magnétique. D'accord. Voilà l'idée. Alors, pourquoi on traite ces deux champs en même temps et pourquoi on les traitera séparément, nous? Vous verrez en fait l'année prochaine que dès que l'un des deux est variable, alors l'autre existe. Il est impossible d'avoir un champ électrique variable sans avoir l'apparition d'un champ magnétique. Il est impossible d'avoir un champ magnétique variable sans avoir l'apparition d'un champ électrique. D'accord. Donc, les situations en fait, en vrai, où le champ électrique et le champ magnétique sont dissociables, autrement dit, vous pouvez avoir l'un sans l'autre, ce sont des situations extrêmement particulières où, grosso modo, le champ électrique est constant et où le champ magnétique est constant. D'accord. C'est les seuls cas où on peut avoir l'un sans l'autre. D'où le fait qu'on parle en général d'électromagnétisme, parce que très souvent, les deux grandeurs se tiennent la main très, très fortement. Donc bien sûr, nous on va se limiter au cas constant, donc on pourra bien séparer les deux effets dans le principe. Voilà. Alors, donc ça je vous l'écris juste. Hein. Donc, de manière générale, si E est variable, alors B existe et inversement. Donc ça, vous verrez ça l'année prochaine en MP, c'est une conséquence des équations de Maxwell. Alors, le fait qu'un champ magnétique variable génère un champ électrique, c'est un truc qui va vous donner l'induction, d'accord. Et le fait que variable donne un B, c'est un peu plus compliqué, mais dans le principe, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, on se limitera ici à E et B. Donc non seulement on va les considérer comme constants, mais en plus par ailleurs, pour pas trop se compliquer la vie, on se limitera à des champs qui sont également uniformes. D'accord. Voilà l'idée. À E et B, uniformes et constants. Ce qui est simplement un choix pour dire, ok, on va essayer de comprendre ce que ça fait chacune des deux composantes, et on verra ensuite ce qui se passe avant de complexifier les problèmes. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc ceci existe.
Alors, comme on sait que ça existe, c'est pas très compliqué en fait. Il s'avère que quand vous mettez une particule chargée, voilà, bon, bien sûr, elle subit la gravitation, ça c'est une particule, normale, mais elle subit aussi d'autres forces, d'accord? Et ces forces-là, en fait, c'est ces forces-là qu'on déduit l'existence du champ électromagnétique. Je vous rappelle hein, que, comme d'habitude, on enseigne toujours à rebours des découvertes historiques, d'accord? Et en fait, cette force-là, elle porte un nom, ça s'appelle la force de Lorentz. Donc, grosso modo, une particule chargée va subir une force, appelée la force de Lorentz, et on va regarder là-dessus sans aucune forme de problème. Force de Lorentz, ça va être un paragraphe extrêmement court. Donc on est parti, hein. Soit une particule chargée de charge Q plongée dans un champ électromagnétique, et donc je vais le décrire comme EB. Voilà. Donc la force subie par cette particule s'appelle force de Lorentz et vaut, donc elle n'a pas de notation spécifique, je l'appelle F comme ça. Alors cette force est proportionnelle à Q. D'accord. Et en fait, vous allez voir la différence de jeu sur cette histoire. Donc celle-là, vous la connaissez déjà en fait, on l'a déjà croisée. D'accord, F égale QE si je ne me trompe pas. Ah non, je ne vous ai pas fait le modèle phénoménologique de l'électrocinétique cette année, donc je ne vous l'avais pas compté. Donc QE, voilà, je laisse comme ça. Si je l'ai fait, la force subie par une particule, c'était QE en électrocinétique. On l'a fait, donc vous avez F égale QE, ça c'est la version la plus simple, ça ressemble beaucoup en fait finalement à la gravitation. Hein. C'est le truc qui relie le champ et la force multiplié par le champ lui-même. Et là vous avez un truc hyper bizarre qui est ça. C'est une expression très étrange qui est que grosso modo en fait vous avez V vectoriel B. D'accord. On dit un truc qui va dépendre de la vitesse. Ça c'est assez intéressant parce que vous voyez déjà, même si on va revenir dessus, que si une particule est toute seule avec un champ électrique, elle va pouvoir se mettre en mouvement. Par contre, vous voyez qu'il faut qu'elle soit déjà en mouvement pour que, grosso modo, elle se couple avec le champ magnétique. Donc le champ magnétique tout seul, a priori, n'agit pas sur une particule immobile. Pour les plus réveillés d'entre vous, ça vous raconte un truc extrêmement grave, qui est que les forces ne dépendent pas du référentiel, mais la vitesse dépend du référentiel. Ça signifie en fait que le découpage champ électrique-champ magnétique dépend du référentiel. D'accord. On est d'accord que si vous voulez que ça bouge pas, pendant que ça bouge, il va falloir faire des petits transferts d'un bout à l'autre dans cette histoire. Donc ça c'est important. Et ça c'est une des premières étapes vers la relativité, puisque globalement, si on veut que ceci obéisse à la composition des vitesses, la loi de Galilée ne marche pas. Oui. Le champ magnétique et le champ électrique sont... Non, mais doucement. Que se passe-t-il? Pourquoi tu es déjà dans les ondes électromagnétiques? Pourquoi es-tu déjà en MP? Non, c'était pour savoir si les champs ils sont... Non, les champs sont comme ils veulent. D'accord, voilà. Doucement. On va déjà faire les choses séparément. Et je vous livre à Madame Bouvresse pour voir ce qui se passe quand vous avez une onde électromagnétique où effectivement les B sont forcément orthogonaux. On est parti, on en est là. Voilà. Alors, en fait, les deux parties ont des noms. Si vous voulez, QE s'appelle la partie électrique et QV vectoriel B s'appelle la partie magnétique. D'accord? Alors, je fais une petite remarque avant de continuer sur les unités. Ça vous raconte un truc très important. Je ne l'ai pas mis dans les questions de cours, mais ça vaut le coup. Que la dimension de E sur la dimension de B, c'est égal à une vitesse. On est d'accord que si ce truc-là est homogène, ça signifie que E sur B doit être homogène à une vitesse. D'accord? Vous verrez l'année prochaine que dans une onde électromagnétique, le rapport entre l'amplitude de E et l'amplitude de B, c'est la vitesse de la lumière. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est les unités. Donc, comme d'habitude, je vais vous les donner.
E a une unité, c'est des volts. E étant volt mètre moins 1. D'accord? Donc le champ électrique, c'est la dérivée du potentiel. D'accord? Moi, ici en volt mètre moins 1, on va voir pourquoi tout à l'heure. Et B, vous vous souvenez de l'unité de ce truc-là? L'unité standard de B? Vous connaissez pas ça? Enfin, vous connaissez le mot. B étant Tesla. Connote grand T. Oui, je t'écoute. C'est un résu, il n'y a pas d'indice. Et B étant Tesla, d'accord? Du nom de Nikola Tesla. Donc les standards de B, c'est les Tesla. Et donc ça vous permet de faire un petit lien entre les Tesla et les machins, mais votre vraie relation d'homogénéité, c'est celle-là. C'est une relation qui est assez importante pour faire les calculs d'homogénéité, puisque les Tesla ne vous racontent pas grand-chose. Alors, on va quand même faire quelques ordres de grandeur avant de regarder un peu, avant de passer à la suite. Alors en fait, je vais considérer par exemple comme particule, un proton. D'accord? Oui. On a besoin de connaître les unités de base. Elles sont là. Ouais. Elles sont là. Vous n'en avez pas besoin en fait. D'ailleurs, je ne les connais pas par cœur, puis je m'en fous en fait. Je vous ai appris à faire de l'homogénéité sans revenir aux unités de base théoriquement. C'est justement à ça que ça sert, dans le principe. Donc après, tu peux, hein, c'est des newtons divisés par des volts et des coulombs, tu peux le faire. C'est pas compliqué. J'ai la flemme de le faire, et je le ferai pas, d'accord? Parce que c'est pas à savoir par cœur et ça sert pas à grand chose. Elle doit être dans votre fiche sur la décomposition. J'ai dû la faire une fois dans ma vie. Dans votre fiche sur les unités de base. On est parti. Alors, considérons un proton. La masse d'un proton, à la louche, écrit là-bas. Ah non, il n'y a pas les masses là-bas. 10 moins quoi? Alors déjà, sans unité, ça veut dire que vous racontez n'importe quoi. Oui. Non, absolument pas. Ça, c'est... non, non. Donc, un électron, ça fait... Ouais. Alors, c'est pas 10-30, l'électron? Ah. À chaque fois, j'ai des doutes, mais c'est 9-10-31 si je ne me trompe pas, les électrons. Vous avez pas une fiche avec les grandeurs visuelles, là, quand même? Un truc qui se balade? Juste par les ordres de grandeur, d'accord? Donc, à la louche, un électron, ça fait 10-30 kg, d'accord? Et un proton, c'est 1000 fois plus lourd, d'accord? Donc, un proton, ça fait à peu près 1000 fois plus lourd. 1000 fois plus lourd. Hein? 27. Moins 30 plus 3 égale 27, quoi. Mais ça va, les gens, à la quatrième, ça va mal se passer, hein. Vous réfléchissez à ce que vous racontez? Non, mais sérieusement, ça me tue, ça. Non, mais tu peux pas sortir décemment qu'un proton, ça fait la masse de Jupiter, quoi. Putain, mais faut quand même avoir les tripes bien accrochées pour sortir un truc pareil, quoi. Je sais qu'il veut dire moins 27, hein, mais il y a un moment donné, d'accord? Donc, ça fait à peu près 10 puissance moins 27 kg, d'accord? À la louche. Ok? Et que vaut la charge d'un proton? À la louche? Un électronvolt. Mais c'est une énergie, un électronvolt. Donc, ça vaut quoi la charge d'un proton? Oui. À la louche, effectivement, 10 puissance moins 19 coulombs. La charge élémentaire, d'accord? C'est des ordres de grandeur, hein, d'accord? Donc, grosso modo, en fait, alors, les champs électriques typiques, les plus petits, c'est de l'ordre de 1 volt par mètre, d'accord? Mais vous pouvez largement aller à 30 000, 40 000, 50 000 volts par mètre, c'est des champs assez grands, d'accord? Donc, si E est à peu près égal à 1 volt par mètre, d'accord? Ça vous fait que QE vaut à peu près combien? On y va, c'est pas dur, là. 10 puissance moins 19. Non, arrêtez de raconter n'importe quoi, s'il vous plaît, c'est les newtons, c'est une force. On arrête avec les coulombs par volt par mètre par je sais pas quoi là, c'est les newtons, c'est une force. Voilà, on se réveille un peu.
D'accord? Et si je prends B, alors B par contre c'est souvent des choses beaucoup plus petites. En grosso modo, si vous prenez le champ magnétique terrestre, c'est à peu près 10-5 Tesla. D'accord? Donc je vais reprendre ce truc-là. D'accord? Si B vaut 10-5 Tesla et que votre particule... Alors les particules ça se déplace quand même plutôt vite, mais on va prendre un truc simple, genre 10 mètres secondes, vraiment la particule minimale. D'accord? Enfin c'est une particule qui se déplace 36 km/h, c'est pas foufou. Hein, d'accord? Globalement, vu la masse en général, ça se déplace plus vite. Si je prends 10 mètres secondes, ça me donne un QVB qui vaut à peu près combien? Ça fait à peu près 10-23, effectivement. D'accord, à la louche. Hein. Ça fait donc 10-23 newtons. Ok? Donc, bien sûr, ce sont des forces qui sont toutes petites. Hein. On est d'accord que là, c'est pas des forces incroyables. Hein. Mais, mg, ça vaut à peu près quoi? G à la louche. À la louche. 10, d'accord? Donc, ce truc-là, en fait, ça vaut 10 puissance moins 26 newtons. Autrement dit, même en prenant des valeurs minimales de E, des valeurs minimales de B, des valeurs minimales de V, vous trouvez en fait que c'est mg. Oui, mais c'est un mais. D'accord? Vous trouvez en fait que le poids est en général beaucoup plus faible. On est d'accord là-dessus? C'est-à-dire que là, quand même, je suis à distance moins 23, et ce truc-là, en fait, c'est souvent beaucoup plus grand, puisque B est plus grand, V est plus grand, enfin tout est plus grand, globalement. Et donc, vous voyez que là, le poids est 1000 fois plus petit. Donc, en gros, et ça va être vrai pour à peu près tout, ça va être vrai aussi pour des ions lourds, ça va être vrai pour les électrons, c'est encore plus vrai, vu que le poids a un facteur 1000, on l'a vu, encore globalement. Et donc, ça, c'est la première conséquence, ça vous montre que physiquement, le poids est toujours négligeable. Qu'est-ce qui t'arrive, Sofiane? Non, mais sérieusement, si vous commencez comme ça, on ne va pas y arriver. Hein. D'accord? Maintenant, vous vous concentrez. Donc ça vous raconte que le poids est toujours négligeable devant soit la contribution électrique, soit la contribution magnétique, donc de manière générale, devant la force de Lorentz. Donc on a donc toujours pour une particule un poids négligeable devant la force de Lorentz. La conséquence, c'est que on n'en tiendra pas compte dans toute la suite. D'accord? Donc on le néglige dans toute la suite. Petite remarque, cette justification, vous êtes censé savoir la faire. Donc autrement dit, les ordres de grandeur, vous êtes censé savoir les connaître. On est d'accord là-dessus? Oui, je t'écoute. Bah oui, je prends le module de ça, au maximum c'est QVB quoi. D'accord, le module d'un point de vectoriel, au maximum c'est le premier des trois termes. Enfin, des deux termes. Voilà, en ordre. Oui, mais le sinus étant majoré par 1. Non, oui, les sinus. Je te cherche la valeur maximum du truc, quoi, global. Donc à la louche, ça va être ça, quoi, dans les ordres de grandeur. Bien sûr, si V et B sont collinaires, ça fait 0 et ça marche plus, mais c'est pas la question. Oui. La constante de rangée, c'est un champ ou pas du tout? Non, c'est une constante, c'est une valeur, ça, pour le coup. Ça dépend pas de toi. Ça dépend pas de la position. Après, tu peux dire que n'importe quelle valeur, c'est un champ uniforme, mais bon. C'est un peu... une façon un peu bizarre de faire ça. On est d'accord sur cette introduction générale. Il n'y a pas grand-chose d'autre à raconter sur le sujet. Et donc, on va passer au grand 2, qui est action, mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme, constant, seul. Oui. L'approximation de la négligibilité du poids, Ouais. ça marche que sur Terre? Ah, ouais, alors après, oui, ça marche que sur, enfin, ça marche que sur Terre. Oui, effectivement, il faut que j'ai, bon, après, si tu utilises G par 1000, effectivement, ça va poser des problèmes. Mais en fait, le moment où ça a commencé à être problématique, enfin, il faut voir que là, j'ai pris des valeurs extrêmement faibles de B et de la vitesse, en fait. En vrai, non, ça marche très très bien à peu près partout, globalement. C'est pas... bon, après, je suppose qu'il y a des situations où ça n'a pas marché, mais ça marche pas pour les ions lourds, par exemple, ça n'a pas marché, etc., etc. Enfin, il y a des corrections importantes. Non, en principe, c'est ça. On est parti. Donc, mouvement d'une particule
chargé dans E seul, uniforme et constant. Je rappelle les hypothèses dans le titre, comme ça il y aura tout. Voilà l'idée. On va partir sur des généralités avant de plonger sur le truc, vous allez voir que ça va être assez simple en fait. Donc dans ce cas, on est... Donc, je vais juste mettre dans E seul constant pour l'instant. Non, je vais mettre dans E seul, je le supposerai uniforme et constant après que ça... Voilà, je mets juste constant, enlever le uniforme. Le uniforme, parce que sinon ce que je vais écrire là a moins de sens, c'est un peu absurde. On a alors la force écrit comment dans ce cas-là, tout simplement? Vu qu'il n'y a pas de champ magnétique, quoi. F égale QE, c'est pas très compliqué. Alors il s'avère en fait que E ne dépendant que des variables d'espace, d'accord? C'est un champ vectoriel. Et bien en fait, vous pouvez toujours trouver une fonction ou un champ scalaire, on va appeler V, tel que E est égal à l'opposé du gradient de V. D'accord? Autrement dit, la force F va être conservative, on va voir un peu ça dans ces histoires. D'accord? Donc, on définit alors, c'est du vert, on définit alors le potentiel électrique. C'est le même qu'au début de l'année, hein, d'accord? C'est le même que celui qu'on a eu à l'électrocinétique, sauf que je vous l'ai fait de façon un peu école maternelle au début. On définira le potentiel électrique V tel que le champ électrique est égal à l'opposé du gradient de V. Autrement dit, V est un champ scalaire, E est un champ vectoriel, et les deux sont reliés ensemble par l'application du gradient. Alors en fait, donc cette forme-là, c'est pas si intéressant que ça, mais ceci implique que F est égal en fait à moins Q facteur du gradient de V. Et comme a priori Q ne dépend pas de l'espace, vous pouvez rentrer Q à l'intérieur du gradient. On est d'accord là-dessus? Je vous rappelle que le gradient c'est comme une dérivée. Hein. Et donc ça vous donne moins le gradient de QV. Si vous avez fait ce que j'ai demandé de faire pendant le week-end, ça vous raconte vachement de trucs. Hein. Ça vous raconte quoi? Bon bah vous l'avez pas fait manifestement. Voilà. Ça vous raconte que F est... Ouais. Ça vous raconte que F est conservative et que son énergie potentielle vaut... Ouais. Non mais c'est écrit là-haut. Vous n'avez pas bossé votre méca ce week-end. Ça se voit. Là, ça se voit, mais tellement quoi. C'est-à-dire que dans la classe, là pour l'instant, sur 39 élèves, il n'y en a pas un ou une qui a croisé la forme moins grade de EP ce week-end. Parce que si je vous dis, si vous avez croisé moins grade de EP et que je vous dis c'est qui EP, ouais. Non. Mais arrêtez, stop. Arrêtez de boire là. Ok, on la refait. Si une force est conservative, c'est inséré comme F égale moins grade de EP. On est d'accord? C'est qui EP dans cette histoire? Mais c'est QV. Bon, on est reparti pour de nouvelles aventures. Ben voilà. F est donc conservative. Avec une énergie potentielle qui vaut QV dans cette histoire. D'accord? Voilà. Donc on peut faire à peu près... bon, c'est... Voilà, ça marche comme ça. Alors, en général, on met pas de constante devant dans ces histoires-là. On est d'accord, voilà, superbe, dans cette histoire. Donc on va avoir deux cas, a priori. On va avoir deux cas de figure que vous allez croiser dans les exercices. Le premier cas, ça va être l'accélération d'une particule
qui va avoir une vitesse nulle, ou en tout cas négligeable dans la vitesse finale, au départ, entre deux électrodes. C'est comme ça qu'on met en mouvement des particules. Et vous allez avoir le deuxième cas, qui est le mouvement d'une particule chargée, qui a déjà une vitesse initiale dans un champ électrique qui va être uniforme. C'est ces deux cas qu'on va traiter aujourd'hui. D'accord. Donc petit 2, cas de l'accélération d'une particule. Donc, je mets le contexte général. Soit une particule de charge Q de masse petit m dans E uniforme et constant. Et on va situer en un point que je vais appeler grand A, avec VA à peu près nul. Grosso modo, la particule est immobile, ou en tout cas elle se promène gentiment, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Quand vous dites particules, vous parlez de quoi précisément? Électrons, protons, particules. Pourquoi particules ça pose problème comme particule chargée, ça peut être un proton, un électron, un atome léger, un ion léger, plus exactement. Là, en l'occurrence, c'est électron ou proton. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc, comme d'habitude, on va faire un bilan des actions mécaniques dans cette histoire. Ça va se réduire à pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle subit, la particule? Ouais. La force de Lorentz, effectivement. QE. Et puis, bah non, puisque le poids est négligeable, donc c'est terminé. La particule subit que ça. Ouais. Tranquillement, monsieur. Ok. Et cette force-là est conservative. Oui. Alors, des frottements sur une particule, c'est compliqué. Grosso modo, il faudrait que la particule se cogne sur des atomes. Si elle se cogne sur des atomes, elle disparaît. Donc, soit il n'y en a pas, soit c'est terminé le problème. D'accord? Mais je suis d'accord avec ça. On est d'accord là-dessus? Comme votre particule n'est soumise qu'à des forces conservatives, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Effectivement, l'énergie mécanique est conservée. On a donc conservation de l'énergie mécanique. Alors, grosso modo, ma particule elle est au point A ici, d'accord? Mon champ électrique, comme j'ai dit tout à l'heure, il était uniforme et constant. Donc mon champ électrique, je vais pouvoir le dessiner, je ne sais pas trop comment, je vais le mettre comme ça par exemple, d'accord? Voilà. Et elle va suivre une force qui va être comment? Alors justement, il va y avoir une disjonction qu'il y a à faire. Donc en gros, vous allez avoir une force qui peut être comme ça. QE, ça c'est dans le cas où Q est positif, effectivement. Et sinon, en fait, vous allez avoir une force QE comme ça, si Q est négatif. Alors ce dessin n'a pas beaucoup d'intérêt, mis à part le fait de vous montrer qu'à votre œil, quel va être le mouvement de la particule ultérieure. On va faire quoi? Oui. Effectivement, vous allez avoir un mouvement rectiligne uniformément accéléré, d'accord? Rectiligne tout simplement parce que vous n'avez pas de force qui va s'exercer en dehors de ça, la vitesse initiale est nulle, donc on va avoir un mouvement rectiligne uniformément accéléré. On a alors un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dessin, d'accord? Et donc ma particule, en fait, elle va partir par là, et elle va arriver en un autre point B. On est d'accord là-dessus? Voilà. On va essayer de réélaborer les diverses choses.
Je vais me donner un axe X comme ça qui va être dans la direction du champ électrique. D'accord? C'est parallèle, hein. Juste, c'est que ça se voit pas, mais voilà. Alors, question subsidiaire. On va essayer de comprendre un peu les diverses choses. Si E est égal à E fois EX, d'accord? Voilà. Donc, E indice XEX, qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie potentielle, en tout cas du potentiel? Théorème de base du premier semestre. Si votre vecteur est dirigé que selon EX, qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction dans le gradient de ce truc-là? Ouais. Et oui, mais lesquels? Bah, X, d'accord. Si E égale à XEX, en fait, V ne dépend que de X. D'accord. Autrement dit, si je reprends mon dessin, A, B comme ça, là, il y a un truc extrêmement important à comprendre, c'est que si je trace des espèces de lignes comme ça, d'accord, je te le faire là, qu'est-ce qu'on peut dire du potentiel sur chacune de ces lignes? Avec X qui est comme ça. Hein, c'est le même effectivement, hein, puisque si le potentiel ne dépend que de X, ça signifie que dans les autres directions, a priori, il ne varie pas. Et ces trucs-là, en fait, portent un nom, ça s'appelle des équipotentiels. Ça, c'est des équipotentiels. D'accord? Autrement dit, si je fais deux plans très particuliers, qu'est-ce que j'ai comme potentiel sur l'intégralité de cette ligne? C'est le même potentiel que quel point? Que B, effectivement. Dans toute cette ligne, j'aurai VB. Et toute cette ligne-là, ici, j'aurai VA. Alors, la façon de fabriquer ce genre de choses, c'est pas extrêmement compliqué, c'est un condensateur. Vous avez deux, je vous rappelle, un condensateur, c'est deux plaques en regard où il y a une différence de potentiel. Vous avez un champ électrique qui va se mettre entre les deux, et en fait, les équipotentiels dans un condensateur sont parallèles aux plaques. Et donc, en fait, la façon dont on fabrique ce dispositif, c'est en mettant un condensateur dont une armature est en A et l'autre armature est en B. En général, il y a un petit trou pour faire passer les particules de chaque côté. D'accord. Donc, ceci se fabrique avec un condensateur dont les armatures sont en A et B. D'accord? Je mets un petit trou quand même, histoire de dire que... Voilà, donc ça c'est A, ça c'est B, et vous avez donc littéralement votre particule qui va, je sais pas trop, il faut que je prenne une autre couleur, voilà, qui va passer de l'armature A à l'armature B, d'accord, en étant accélérée par un champ électrique. Voilà, donc votre particule elle va faire ça. Alors, une fois qu'on a compris tout ça, mais qui est pour l'instant juste un peu de baratin, on va donc pouvoir appliquer la conservation de l'énergie mécanique entre quel point et quel point? Entre A et B, d'accord? Ou en fait, entre le plan A et le plan B, si vous voulez, d'accord? Donc, EM est conservé. Donc, l'énergie mécanique de votre particule en A est égale à l'énergie mécanique de votre particule en B. Attention, l'énergie mécanique. Si on écrit ça, ça vous raconte quoi? L'énergie mécanique en A, ça vaut quoi? Ça vaut effectivement, si on l'écrit très bêtement, 1 demi de VA carré, même si je sais que ça va disparaître après, plus QVA est égal à 1 demi de M VB carré plus QVB. D'accord? Voilà. Alors effectivement, ce truc-là est négligeable. D'accord? C'est un peu plus propre que mon VA est à peu près égal à 0 a priori. Et donc en fait, on se retrouve avec un truc intéressant qui est que VB carré va être égal tout simplement à 2 sur M, 2Q sur M, facteur de VA moins VB. Fais attention Paul, on a des petits V et des grands V. D'accord? Pour tout, c'est vraiment pas les mêmes. On est d'accord là-dessus?
Et là, vous constatez un truc extrêmement important, c'est que en fait, cette équation n'est possible, en tout cas. Oui, La flèche sur ce schéma-là, ça représente quoi? c'est le mouvement de la particule. Voilà, c'est juste, c'est la trajectoire en fait. En gros, ta particule, elle va partir tout droit, et ensuite tu la récupères ici. Voilà. En fonction de ce que tu veux lui faire subir après. D'accord. Alors, je passe sur les détails, mais très souvent, en fait, on arrache les électrons directement de la plaque A. D'accord. Qui sert donc littéralement de cathode. Alors, vous voyez que j'écris ça un peu gentiment, mais en fait, ce truc-là n'est pas forcément possible. Il faut en particulier que tout ce truc-là soit positif. On est d'accord? Or, comme Q peut changer de signe, il faut donc choisir VA et VB de la bonne façon. D'accord? Donc là, on va discuter un peu de ça, dans cette histoire. On voit alors que, pour que ce soit possible, fonctionne, il faut que Q facteur de VA moins VB soit strictement positif. Sinon, en fait, votre particule ne va pas dans ce sens-là. D'accord? Votre particule, elle va juste être coincée sur l'électrode A et puis elle ne va pas bouger. C'est ça l'idée. Donc quand je dis que il fonctionne, c'est juste pour que mon dessin fasse sens, que la particule se déplace bien dans le bon sens. Oui, un peu. Ouais, c'est le exécution ou de la flèche. Donc, trajectoire. Non, pardon, la flèche de Négligeable. c'est déjà, mais parce que BA il vaut V. Oui, grosso modo, c'est ça l'idée. C'est que VA est petit, quoi, globalement. Ceci a une conséquence. Si Q est positif, il faut que VA soit plus grand que VB. D'accord? On retrouve un truc qu'on a déjà vu au premier semestre, les charges positives descendent les potentiels. Autrement dit, les charges positives vont vers du plus haut potentiel vers le bas potentiel. Les charges positives descendent les potentiels. Et cerise sur le gâteau, E va dans quelle direction à votre avis? Ouais. De A vers B. Et E va de A vers B. Autrement dit, E pointe vers les bas potentiels. On est d'accord là-dessus? Je vais faire un dessin pour qu'on résume un peu les choses. VA, VB plus petit que VA. Donc ça, c'est le cas où Q est positif, d'accord? Vous partez par là, et votre champ électrique, il est bien par là. Et donc F égale QE, tout se passe bien, c'est dans le bon sens. D'accord? Donc, vous pouvez vous souvenir que c'est comme les masses positives descendent des potentiels. Bon, voilà. Comme il n'y a pas de masse négative, c'est un peu con, mais au moins, ça marche dans le bon sens. C'est juste fabriqué pour ça, hein. Juste pour information, c'est normal. Deuxième constat, si Q est négatif, eh ben en fait, on va inverser tout, d'accord? Si Q est négatif, il faut que quoi? Effectivement, il faut que VB, cette fois, soit plus grand que VA. On retrouve que les charges négatives remontent les potentiels, d'accord? De la même façon que des masses négatives remonteraient les potentiels gravitationnels pour autant que ce truc-là existe, d'accord? Les charges négatives remontent les potentiels et E va de quoi à quoi cette fois? De B vers A. Je refais un dessin et on va faire, avant de continuer sur la suite. Donc là, dans ce cas-là, j'ai toujours VA et VB ici, ça ne change pas, mais cette fois VB est plus grand que VA.
Et donc si je prends ma charge ici qui est Q négatif, elle va toujours se déplacer dans ce sens-là, il n'y a pas de problème, mais le champ électrique va être dans quel sens cette fois? Dans l'autre sens, d'accord? Ça me permet de faire une remarque qui est extrêmement importante. E pointe toujours vers les bas potentiels. Vous êtes d'accord que dans les deux cas, E pointe vers les bas potentiels? De la même façon que le champ gravitationnel pointe toujours vers les bas potentiels. Le champ gravitationnel peut toujours vers le bas, quoi qu'il arrive. D'accord? C'est normal, c'est le gradient qui marche comme ça. C'est à cause du moins grade de V, comme c'est une dérivée vectorielle, à cause du moins, ça pointe vers les minimums. Rien de mystique dans cette histoire. Ça, c'est vraiment juste pour vous refamiliariser avec le gradient. Bon, bah, à partir de ce moment-là, c'est relativement simple, on a quasiment terminé. Une fois que tous les signes sont bien fixés, alors on est parti, donc si on pose U qui est égal à VA moins VB, alors la vitesse, alors j'ai toujours ok, je vais le faire comme ça. Si on pose U égale la valeur absolue de ça, en fait, comme ça, je pourrais parler en positif, je mets des valeurs absolues un peu partout. Alors la vitesse, c'est le théorème que vous devez connaître par cœur, comme je vais le mettre en orange. Alors, la vitesse acquise par une particule de charge Q soumise à une DDP. C'est quoi une DDP? Une différence de potentiel, vous l'avez trouvé, d'accord? Une DDP que je vais appeler U, d'accord? C'est la tension, d'accord? Je rappelle qu'une DDP, c'est une tension. Hein. C'est la même chose. Vous vous souvenez qu'une tension, c'est une différence de potentiel? Voilà, c'est de base. DPU vaut V égale racine carrée de 2 sur M, valeur absolue de Q, fois U. Donc il y a toujours deux choix. Soit vous dites que U c'est VA moins VB et U peut être positif ou négatif. Moi je préfère parler intégralement en valeur positive et prendre la valeur absolue de la charge. La formule est valable de toute façon dans les deux cas. En gros, vous positivez tout à l'intérieur de la racine et vous vous assurez juste que ça va dans le bon sens. Autrement dit, en fait, là, ce qu'on vous demandera de résoudre, c'est grosso modo, si on met la différence de potentiel, dans quel sens on doit la mettre pour que la particule aille dans le bon sens vu son signe. Et puis après, la vitesse, ça vaut ça, quoi qu'il arrive. On est clair là-dessus? Voilà l'idée. Alors maintenant, on va essayer de regarder un peu cette histoire. D'accord? Bon. Son énergie vaut... Son énergie cinétique vaut... On peut l'écrire comme ça. Donc là, c'est un peu un retour en arrière. Valeur absolue de Q fois U. Parfait. On est d'accord là-dessus? Donc c'est juste revenir en arrière, histoire que vous ayez les deux formules au même endroit. Alors si on fait un petit calcul d'ordre de grandeur, donc petite remarque, si Q c'est égal par exemple à 10 puissance moins 19 coulombs, d'accord, c'est-à-dire à peu près la charge élémentaire, et que par exemple ça vaut, je sais pas moi, 1 kV, encore une belle bête déjà quand même, hein, 1 kV, et bien en fait que vaut l'énergie cinétique à la louche? Bon, c'est pas compliqué. Ça vaut effectivement le produit des deux, d'accord, donc ça fait 10 moins. Bon, combien? Moins 16 effectivement. 10 puissance moins 16, c'est quoi l'unité? Les joules, effectivement, c'est une énergie. Donc on se rend compte qu'en fait, les particules ont des énergies qui sont extrêmement faibles si vous les exprimez en joules. Tout simplement parce qu'en fait, c'est tout petit cette histoire-là. Et donc en fait, pour ne pas manipuler des joules dans cette histoire-là, on invente une nouvelle unité qu'on
Donc, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. On appelle électronvolt l'énergie cinétique, j'y ai arrivé, acquise par un électron sous un volt. C'est un électron volt. D'accord? C'est affiché sur l'onde unitaire. On appelle alors électronvolt, et ça se note EV, l'énergie cinétique acquise par un électron sous 1 volt. Soit, donc en fait si on met des valeurs dedans, un électronvolt est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules. Faites attention, c'est la même valeur numérique, mais ce n'est pas les mêmes unités. D'accord? C'est juste qu'on a pris 1 et qu'un électron, c'est une charge élémentaire qui vaut 1,6 10 moins 19. Coulomb. Voilà l'idée. Donc ça nous permet en fait en particulier d'exprimer de façon plus simple les énergies plutôt que d'utiliser des joules. Voilà. On est d'accord là-dessus? Oui. Bah, là oui, là j'utilise Q. Bah, c'est enfin, plutôt valeur absolue de Q fois U, plus exactement. Voilà. D'accord. Par ailleurs, c'est pas E ici, excusez-moi, c'est U là. Personne ne dit rien, merci Camille. C'est U là. C'est la tension, hein, sinon c'est pas homogène. C'est U ici, pardon. On est d'accord sur ce truc-là? Donc ça, c'est vraiment la vraie nouveauté de ce chapitre. En gros, c'est pas très compliqué. On vous dit, je prends une charge qui a telle charge, je l'accélère sous telle tension, calculer son énergie cinétique acquise au bout du processus. Seule chose que vous avez sur laquelle vous avez à réfléchir, c'est dans quel sens on met la tension, pour que grosso modo, ça aille dans le bon sens. Là, c'est un coup de QE, vous regardez ça tranquillement. Petit 3, si je... Oui, c'est ça, petit 3, c'est pas des chapitres très compliqués. Mouvement général. Donc là, on avait un cas extrêmement particulier, qui était le cas en fait où votre particule initialement elle a une vitesse initiale nulle. D'accord? Donc là maintenant on va se placer dans le cas où a priori elle a une vitesse initiale non nulle. D'accord? Donc on se place cette fois dans le cas général où V0 par exemple est différent de 0. D'accord? Je suis passé à 0 très discrètement dans cette histoire-là, juste pour recoller aux notations générales des exercices. Souvent on fait ça, d'accord? Voilà. Ça c'est initial. En fait c'est un 0 pour l'instant. Alors je vais essayer de faire un truc, ça c'est un 0, c'est pas un O pour l'instant. Mais ça va devenir un O très vite pour des raisons que vous allez connaître immédiatement. Quel est le bilan des actions mécaniques dans ce cas-là? Je te remercie. Le bilan d'action mécanique a-t-il changé depuis le paragraphe précédent? Absolument pas. Un bilan d'action mécanique, c'est QE. Et cette force, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Elle est certes conservative, mais là pour le coup, ce qui va m'intéresser, c'est pas cet aspect-là. C'est le fait que comme E est uniforme et constant, cette force a priori est aussi constante et uniforme, d'accord? QE donc uniforme et constant. Si vous regardez ça droit dans les yeux, ça signifie donc qu'on a un mouvement uniformément accéléré. D'accord? On a donc un mouvement uniformément accéléré. Et alors là, je n'ai plus rien à faire. Pourquoi j'ai plus rien à faire? Parce que en fait, vous avez déjà traité ce problème-là. C'est un des deux cas de base que vous êtes, enfin des trois cas de base que vous êtes censé savoir traiter. Les yeux fermés. Et je vous en ai même parlé dans mon mail de ce week-end, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que F, c'est comme le poids, on est obligé de marquer P,
En fait, de manière générale, quand les expressions sont simples, j'ai tendance à mettre directement l'expression. Je pense que ça mange pas de pain et ça évite de rajouter des notations à plus savoir qu'en faire, quoi. C'est pas, pour le coup, c'est pas obligatoire. P, il y a vraiment un intérêt qui est que le nombre de grandeurs qui utilisent la lettre P en mécanique est énorme. Là, tu l'appelles F ou F indice L par exemple, ou F indice E pour partie électrique de la force de Lorentz. Enfin, ça me choque pas, quoi. Voilà. On a donc un mouvement uniformément accéléré. Donc, qu'est-ce qu'on choisit comme repère? Ouais. Cartésien. Donc, on se place en cartésien avec, alors, ouais, à l'un des trois vecteurs, effectivement. Ça peut être X, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez, d'accord? Oui. C'est quoi la définition d'un mouvement uniformément accéléré? Une constante. Bon, je sais pas. T'as une force qui est uniforme et constante. Ah oui, d'accord. Alors effectivement, je peux le rajouter, hein, avec A qui vaut QE sur M. On est d'accord? Ça vous plaît plus comme ça? Donc si A vaut QE sur M, on est d'accord que ça c'est uniforme. Voilà, il n'y a plus de problème, effectivement. On se place dans cartésien avec A, disons avec un vecteur collinéaire à E. D'accord? Et un autre dans le plan E V0. D'accord? Dans le plan E V0. Autrement dit, vous avez une truc. Et on va voir quel type de mouvement. Camille. On va voir quel type de mouvement dans un mouvement uniformément accéléré. C'est quel type de trajectoire, si peut-être ma question n'est pas assez forte. Parabolique, effectivement. On a alors une trajectoire parabolique. Telle que, comme je suis bon prince, je vous la donne. OM va être égal tout simplement à QE sur 2M fois T carré plus V0T. Si je mets rien ici, c'est à condition que je choisisse quoi? Voilà. T'avais une question sinon ou c'était... Est-ce que l'origine... Bah voilà, j'y vais. Voilà, je l'ai. Si on choisit O à l'origine du mouvement. Comme ça répond directement à ta question. D'accord? Vous vous souvenez de ça? D'accord, hein, ça se fait en deux coups de cuillère à peau. Et après vous projetez, vous extrayez ce que vous voulez, enfin voilà, c'est la même chose. Donc là, je vous renvoie littéralement à votre paragraphe sur le mouvement uniformément accéléré. Vous devez, de toute façon, vous êtes censé connaître ça par cœur de moi déjà. Donc là, c'est l'avantage de ce genre de choses et ça vous permet de réviser un peu cette histoire. Ok. Tac, 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 tac. Et merde, il me manque un bout. Voilà. Ok. Alors, je vais faire un petit 4. J'ai deux remarques à faire, c'est pas grave. D'accord. Petit 4, remarque finale. Qui donc s'applique en particulier au paragraphe d'avant. Alors, c'est des choses importantes. Alors, la formule V égale racine de Q de 2Q sur M va se heurter très vite à un problème en partie. Vous voyez que vous vous dites, ah oui, mais en fait, si on est capable de produire des tensions particulièrement élevées, d'accord, ça c'est pas du tout un problème. Et donc globalement, vous voyez que le rapport Q sur M, si vous prenez un électron par exemple, on va essayer de mettre un peu dans deux grandeurs. Q c'est 10-19, pour un électron c'est 10-30. D'accord, donc le rapport Q sur M déjà il vaut à peu près 10-, il vaut 10 puissance 11. D'accord. Autrement
Autrement dit, si je prends par exemple une différence de potentiel de 1 kV, 10 puissance 3, le facteur à l'intérieur sera 10 puissance 14 et j'aurai une vitesse qui sera de 10 puissance 7 mètres par seconde à la louche. 10 puissance 7 mètres par seconde, ça commence déjà à faire beaucoup. Si au lieu de prendre 1 kV, je prends 100 kV, je serai à 10 puissance 8. Si je passe à 10 mégavolts, je serai à 10 puissance 9. Et là, vous voyez que j'ai un problème, c'est que c'est une vitesse qui n'existe pas, parce que j'ai dépassé, sans aucune forme de pitié, la vitesse de la lumière. D'accord? Et donc en fait, la formule-là est limitée par en fait les contraintes relativistes. En fait, elle n'est plus valable dès que les vitesses commencent à devenir trop importantes. D'accord? N'est valable que si V est très petit devant C. Au-delà, il faut tenir compte des corrections relativistes. Voilà, ça c'est la première remarque. Voilà. La deuxième remarque est qui va me servir de transition. Pour ces différents, je vérifie qu'il ne manque pas de bout. Voilà, c'est ça. E est donc capable de modifier l'énergie cinétique d'une particule. Alors, grosso modo, en fait, vous avez vu deux aspects précédemment, ainsi bien sûr que sa trajectoire. Ainsi que sa trajectoire. Vous avez vu deux cas. En gros, vous avez vu la capacité qu'a un champ électrique à accélérer un électron, c'est-à-dire l'électron il est posé sur une table et ensuite vous pouvez utiliser un champ électrique pour le dévier avec une trajectoire parabolique. Si vous avez déjà croisé dans votre vie un téléviseur cathodique, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Autrement dit, il y a la première partie du téléviseur qui émet des électrons en ligne droite et la deuxième partie qui est en fonction de où vous voulez que l'électron aille taper et une déviation par un champ électrique, plus exactement deux, un pour le balayage vertical, un pour le balayage horizontal. D'accord? Un oscilloscope fonctionne exactement de la même façon. Oui. Allumer quoi? Les téléviseurs? Ça fait longtemps que j'ai pas eu un catholique entre les mains. On voit un trait. Le truc à pium là, est-ce que ça vient de là? J'ai un doute. Je sais pas. Je sais pas si ça. Parce que c'est bizarre en fait. Ça marche pas. Je pense. Je sais pas en fait d'où ça vient ce petit trait blanc. J'ai aucune idée. Tiens, je vais poser la question. Aucune idée. Ouais. Des corrections relativistes. D'accord? Que vous n'avez pas au programme et que vous ne savez pas faire. D'accord? Oui. Oui. Si on arrive à remplir les conditions pour la formule. Ah, en fait, ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'en fait, si tu veux, l'énergie cinétique, en fait, en gros, ce que tu peux écrire, donc vous connaissez E égale mc carré. On est d'accord là-dessus, d'accord? Ça, c'est l'énergie de masse, oui. C'est ce que je suis en train de faire là maintenant, parce que je réponds à la question de Louis, qui me pose exactement la même chose. D'accord? Voilà. Et en gros, en fait, vous pouvez écrire que ça va vous donner un truc, que l'énergie totale, en fait, c'est 1 moins V carré sur C carré. Comme ça. D'accord? Donc ça, c'est l'expression de l'énergie totale d'une particule. D'accord? Et si V est petit devant C, donc ça, vous pouvez toujours l'écrire comme mc carré facteur de 1 moins V2 sur C2 à la puissance moins 1,5. Je pense que là, pour le coup, je vous apprends rien. Et si vous faites un développement limité au premier ordre de ça en V carré sur C carré, ça, c'est à peu près égal à mc carré facteur de 1 plus 1,5 de V carré sur C carré. Et si vous développez ça, ça vous donne mc carré plus 1,5 de mv carré. Donc en fait, l'énergie totale d'une particule, c'est ça, globalement, dont une partie est relativement constante, c'est son énergie de masse, c'est l'énergie qu'elle a au repos. Et ensuite, quand tu veux augmenter sa vitesse, il va se passer ça. Donc bien sûr, on retrouve le cas classique pour les petites vitesses, mais dès que les vitesses deviennent grandes, c'est cette variation d'énergie-là qu'il va falloir prendre en compte, d'accord? Et tu te rends compte que, en fait, c'est très con, pour avoir une vitesse qui tende vers la vitesse de la lumière, il faut en fait que ta particule acquiert une énergie infinie. Donc c'est pas une barrière au sens ping, on se cogne dedans, c'est juste que si tu veux atteindre la vitesse de la lumière, il
faut injecter une énergie infinie dans ta particule. Voilà. Ouais. On peut jamais dépasser. Non, non, c'est un peu indépassable pour un corps. C'est inatteignable pour un corps matériel, hein, puisque l'énergie est infinie. Pour un corps massique, plus exactement, et c'est pile poil atteignable pour la lumière, puis c'est terminé derrière. Ouais. Ah non, non, c'est toujours vrai ça. C'est l'énergie de masse, ça. C'est l'énergie de base d'une particule au repos. Voilà. Et c'est comme ça que tu fais de la physique nucléaire, c'est quand tu casses de la masse pour récupérer de l'énergie. Voilà. Donc bien sûr, pour la mécanique normale, le terme mc carré est une constante qui donc joue pas en fait dans les théorèmes de la mécanique. Si la masse est constante, si tu veux, tu vois strictement rien dans cette histoire. Voilà. Ceci n'est pas votre programme, d'accord? Donc globalement, je voulais juste savoir que cette formule-là, vous ne pouvez pas l'appliquer n'importe comment, parce que sinon la formule de l'énergie cinétique n'est plus valide. C'est surtout ça qui... Voilà, c'est sur ça dont on parle. On est au clair là-dessus? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé le truc que j'étais en train d'écrire, bon, c'est pas grave. Voilà. J'avais écrit quoi déjà? T'as pas eu le temps? Moi non plus. Mais j'ai rien écrit en fait. Non, j'avais pas encore écrit. Hein. Si, j'ai écrit quoi? Quelqu'un a eu le temps de noter? Ouais, Sacha? Oui, donc capable de modifier l'énergie de particules pour faire la Excusez-moi. Elle est donc capable de modifier le C d'une particule ainsi que sa trajectoire. Ce qui me fait une transition habile avec le grand 3, mouvement d'une particule dans un champ magnétique uniforme et constant. Parce qu'on va voir en fait la différence fondamentale avec le champ magnétique. Grand 3. Mouvement d'une particule chargée dans P seul, uniforme et constant. Cette fois, je mets tout dans le titre, parce que j'aurais pas besoin de faire des trucs bizarres. Généralité qui est en fait la suite de ma petite remarque ici. Quelle est donc la force que subit la particule? Ouais, non, pas QB. Pas QB. Ouais. QV vecteur élevé, d'accord? On a alors que la force vaut tout simplement QV vectoriel B. Jusque-là, tout va bien. D'accord? Vous avez vu la tronche de cette force? Et alors là, il y a un truc immédiat qui sort. Qu'est-ce qu'on peut dire de F par rapport à V? Ouais, Samy? Effectivement, on a donc en fait F est orthogonal à V à n'importe quel instant ou à n'importe quel point de la trajectoire. Ça vous raconte quoi ça sur F? Effectivement, elle ne développe pas de puissance ou exprimée de façon énergétique, elle ne travaille pas. D'accord? Donc effectivement, la partie magnétique de la force de Lorentz ne travaille jamais. Oui. C'est pour tout truc. On est obligé de mettre pour tout quoi. Pour tout est. Ah ouais. À chaque instant, quoi, globalement. Donc la partie magnétique de la force de Lorentz ne travaille jamais, elle ne développe jamais de puissance. Autrement dit, ça signifie donc que le mouvement est comment? Réfléchissez avant de répondre par pitié. C'est une force sûre perpendiculaire à la vitesse, ça fait partie de vos cas de base. Oui, si F est toujours perpendiculaire à V, s'il n'y a pas de puissance, au minimum vous avez le théorème de l'énergie cinétique, mais sinon quand même, votre première question de cours de votre devoir de mécanique vous raconte un peu la vie quand même. Ouais. C'est pas l'énergie cinétique qui est conservée. Effectivement, l'énergie cinétique va être conservée, ça c'est la version compliquée de la réponse, mais c'est juste. C'est évident que le mouvement est uniforme, et ça c'est normal, ça nous raconte aussi que l'accélération est toujours perpendiculaire à la vitesse. Et je vous rappelle qu'un vecteur dont la dérivée est toujours perpendiculaire à lui-même est un vecteur de norme
constante, d'accord? Donc vous pouvez le prendre par n'importe quel bout, parce que ça vous raconte, et on voit, la façon la plus élégante de le faire, c'est effectivement par le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique vous raconte donc que le mouvement est uniforme. Autrement dit, contrairement à ce qui est écrit ici, B est incapable de modifier l'énergie cinétique d'une particule. D'accord? B est donc incapable de modifier l'énergie cinétique d'une particule. D'accord? Donc, le mouvement dans B, uniforme et constant, est uniforme. Alors, petite remarque quand même, je précise uniforme et constant, non pas parce que j'en ai besoin pour écrire ça c'est toujours vrai. Par contre, si B n'est plus uniforme ou surtout n'est plus constant, vous avez un champ électrique qui se balade, et comme il y a un champ électrique qui se balade, tout ce que je racontais se casse la gueule, puisque mon bilan des actions mécaniques se casse la gueule. D'accord? Donc c'est juste à cause de ça. Autrement dit, un champ magnétique est incapable de mettre en mouvement une particule. Si vous posez une particule sur une table et que vous la mettez dans un champ magnétique, il ne se passera que dalle. Voilà, littéralement rien. Donc en fait, un champ magnétique va récupérer une particule qui a déjà été accélérée en général par un champ électrique précédemment et va uniquement dévier sa trajectoire. Ouais, je t'écoute Samy. Pour la fonction des boussoles, je crois, c'est parce qu'il y a un champ magnétique. Du coup, ça marche comment? Ouais, avec une boussole. Du coup, Parce que c'est pas une particule, une boussole. Une particule, c'est un dipôle magnétique. Et un dipôle magnétique, ça s'aligne avec le champ. Enfin, on verra ça quand on fera l'induction. Oui, Sacha. Le mouvement dans B Et constant est uniforme. Le mouvement est uniforme, quoi. Oui. Une particule n'est pas attirée par une force magnétique, à aucun moment. Puisqu'elle ne peut pas se déplacer dans un champ magnétique seul. Un bout de métal, c'est pas une particule. Un aimant, c'est pas une particule. Ça, c'est un dipôle. C'est un ensemble considérable de particules. Voilà. Non, mais vraiment, c'est pas une particule pour le coup. Un électron seul, ça ne bougera pas. Voilà. Un dipôle, oui. Très nettement. Mais on verra ça à la fin de l'année en induction. Donc pour l'instant, le magnétisme, c'est pas ça dont on parle pour l'instant. On est d'accord là-dessus? Donc autrement dit, mouvement uniforme. Et donc on va passer à la nature du mouvement. On va essayer de comprendre un peu les diverses choses. Alors, petit 2, nature du mouvement. Alors, on va se placer dans un cas extrêmement particulier, d'accord? Donc, je disserterai à la fin dans un point supplémentaire de ce qui se passe quand vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais le cas au programme, c'est celui-là, d'accord? On considère une particule. Donc, toujours de masse petit m et de charge q. Ça n'a pas changé. Dans B, uniforme et constant. Ça, c'est juste pour éviter qu'il y ait des saloperies qui se baladent, en plus de B. Tel que V0 soit orthogonal à B. C'est ça le cas particulier. A priori, V0 et B n'ont pas de raison particulière d'être perpendiculaires. Là, je me place dans ce cas particulier-là. Autrement dit, ce que ça vous raconte, c'est que vous avez le champ magnétique comme ça et votre vitesse V0 comme ça. D'accord? Ça, c'est la première étape. Ou je peux le représenter également comme ça, avec B0 comme ça. D'accord? C'est juste deux fois le même dessin. L'un avec B vers le haut et l'autre où vous regardez votre vecteur. Voilà. Bon. Alors pour l'instant, on ne sait absolument pas ce qui se passe. On est d'accord dans cette histoire? Alors, il y a énormément de façons de faire les démonstrations que je vais faire maintenant.
Euh, la- Au programme, vous devez admettre que le mouvement est plan. Moi, je considère que c'est pas normal à votre niveau que vous en soyez à admettre ce truc-là. D'accord? Alors, je suis en train de processer derrière pour savoir quelle est la façon la plus intelligente de vous faire ça. D'accord? Voilà. Alors, ce que moi je vais vous faire comme démonstration, je vous donnerai un poly sur la démonstration classique, celle qui est en cartésien. D'accord? Voilà. Ou si j'ai le temps, je la ferai rapidement. Là. Et on va voir un peu comment ça se passe. Ok? Il y a vraiment plein de façons très élégantes de faire ça. Le programme, a priori, est assez limitatif et on va essayer de comprendre les choses. Liam. D'accord que tu ne me regardais pas moi. Bon, bah voilà, faute. C'est pas feng shui. Les élèves, ils sont feng shui dans ce sens-là. Ils sont pas feng shui dans l'autre sens. Voilà. Bah, vous savez pas, c'est pas grave. Vous n'avez pas de culture. Voilà. Moi, je vais vous faire une démonstration à la Euler. D'accord? Globalement, on va essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Ok? Donc, on va faire une petite... c'est juste histoire de vous montrer ce truc-là. On peut faire sa démonstration de façon moins subtile. Je montre ça. Est-ce que... On va faire un petit dessin dans ce cas-là et on va supposer pour le... Déjà, on va essayer de faire les choses. Si je veux dessiner la force, comment est-ce que je fais? Elle va être comment la force là, dans ce cas-là? C'est un produit vectoriel, donc il va falloir... Alors, donc vous avez plusieurs choix. Par exemple, vous remarquez que si vous, comme vous allez de V0 à B en sens trigonométrique, ça signifie que V vectoriel B est par là. D'accord? Vous voyez aussi que V vectoriel B, c'est comme ça. D'accord? Et ça donc être vers le bas. Le problème, c'est que ça ne vous donne pas la force. Ça vous donne la force si Q est positif. On est d'accord? Parce que la force, c'est pas V vectoriel B, mais QV vectoriel B. Au contraire, si Q est négatif, vous avez quoi? La force, effectivement, va être vers le haut. Donc, grosso modo, ça signifie que votre particule alors, tendance à partir par là ou par là en fonction de la valeur de Q. On est d'accord là-dessus? Je ne sais rien d'autre. Je sais juste que j'ai une force qui entraîne ma particule d'un côté ou de l'autre. On est OK là-dessus? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape est la suivante. Donc, on se place à t quelconque. On est d'accord là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord que F est perpendiculaire à V? D'accord? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est standard. Donc, A est aussi perpendiculaire à V. Vous êtes d'accord avec ça? Or, petite révision de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, petite remarque, cette démonstration-là n'est pas du tout au programme. Pour celles et ceux qui ont l'intention de passer autre chose que CCP, c'est maintenant que ça se passe. Parce que ça, pour le coup, c'est systématique. Qu'est-ce qu'on peut dire de V de t plus dt? L'équation de la tangente pour la 43e fois depuis le début de l'année. F de x plus dx est égal à V de t, effectivement, plus effectivement la dérivée sur dt multipliée par dt. On est d'accord là-dessus? Et ça, c'est quoi? C'est l'accélération. Autrement dit, la vitesse à un instant d'après est dans le même plan que le plan formé par l'accélération et la vitesse au départ. On est d'accord là-dessus? Ça vous raconte la chose suivante. Le vecteur vitesse va donc toujours rester dans le même plan. D'accord? À partir du moment où ce truc est fait, et en fait, tout simplement parce que vous avez un plan qui est défini ici, par la force et la vitesse, et donc le vecteur vitesse va toujours rester dans ce plan-là. On est d'accord là-dessus? Donc, V de t plus dt est coplanaire
proche en proche, c'est coplanaire. Et donc, pardon. Voilà, je vais y arriver. Or, A, après est toujours orthogonal à B. On est d'accord avec ça? D'accord? Or, A est orthogonal à B quoi qu'il arrive. Tout simplement parce que la force est orthogonale à B. Autrement dit, A est coincé dans un plan qui est perpendiculaire à B, et donc ça signifie que V va être aussi coincé dans ce plan-là. Donc, A est coincé dans un plan perpendiculaire à B. Donc V est toujours dans le plan perpendiculaire à B. Vous voyez où je veux en venir? Si la vitesse est toujours dans le plan perpendiculaire à B, qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur position en faisant exactement le même raisonnement? Ben, en fait, vous savez que OM de t plus dt, c'est OM de t plus V dt. Donc ça veut dire qu'en permanence, OM de t plus dt va être coplanaire à OM et à V, d'accord, et donc va être toujours dans le même plan. Donc on en déduit que dans ce cas, le mouvement est plan. Dans un plan perpendiculaire à B. Voilà. Alors, petite remarque, la démonstration est hors programme. D'accord? Vous devez admettre que le mouvement est plan, parce que c'est quand même une démonstration un peu subtile. Oui? On vous demande pas, on n'est pas censé vous demander de le démontrer. Voilà, vous devez admettre que le mouvement est plan. On a donc un mouvement plan et on a donc un mouvement uniforme. On est d'accord avec ça? Bon. On est parti. On a de plus que MA est égal à QV vecteur LB. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de la nature du mouvement. C'est une force un peu bizarre. Vous voyez que c'est. On est d'accord qu'elle est pénible, cette force, qui dépend de la vitesse, d'accord, de l'orientation. Donc c'est différent. Mais, ok. Avec F qui est toujours orthogonal à V et orthogonal à B. On est d'accord avec ce truc-là? Autrement dit, si je fais un genre de dessin, je ne sais pas trop ce qui se passe, ça signifie donc que si je mets ma vitesse comme ça et mon champ magnétique comme ça, d'accord, je vais avoir une force qui va a priori va être dans ces eaux-là. Je ne me pose pas trop la question de la charge, etc., mais grosso modo, je vais avoir un truc. Ça vous raconte deux trucs. Déjà, ça vous donne une idée de la norme de F, pardon. On a donc que la norme de F, ça vaut quoi? C'est compliqué en général de calculer la norme d'un produit vectoriel, sauf dans ce cas hyper particulier. Comme V et B sont orthogonaux, c'est tout simplement en fait le produit des normes de l'intégralité de ce qui se passe là-dedans. Donc grosso modo, ma force, ça va être simplement la valeur absolue de Q, puisque Q peut être positif ou négatif, la norme de ma vitesse et la norme de mon champ magnétique. On est d'accord là-dessus? Mais en fait, V, ça vaut quoi, vu que le mouvement est uniforme? Ça vaut en fait V0, qui est ma vitesse de départ. On est d'accord? Donc F vaut QV0B, c'est-à-dire une constante. Donc ça, c'est un truc subtil. Ma force n'est pas constante, elle change de direction avec le temps. Au fur et à mesure que V change, par contre, elle est de norme constante. D'accord? Donc F est de norme constante et perpendiculaire à V. Et là, la résurgence d'un truc. Vous vous souvenez de mon mail de ce week-end? J'ai demandé de réviser quoi exactement?
Mouvement circulaire, je ne sais pas pourquoi pour l'instant. Mouvement uniformément accéléré. Théorème de base. Et un dernier point. Freiner. Freiner, dont je vous ai raconté pendant l'intégralité du premier semestre, on en avait rien à foutre. On est d'accord? Parce qu'il est utile ici. D'accord? En freinet, on a donc que l'accélération se réduit en fait tout simplement à l'accélération normale. Est-ce que vous comprenez toutes et tous pourquoi? Parce qu'en fait, la composante selon V de l'accélération est nulle, puisque la force est perpendiculaire à cette histoire. D'accord? Et MA égale F s'écrit tout bêtement que M fois l'accélération normale, qui, je vous le rappelle, par essence est positive, stricte toujours en freinet, d'accord? Vous souvenez, l'accélération est toujours vers l'intérieur de la courbe, d'accord? Vaut tout simplement, en fait, ce truc-là, valeur absolue de Q, V0 fois B. C'est tout simplement la norme de la force projetée selon AM. Résultat des courses. C'est quoi l'accélération normale en freinet? C'est effectivement V carré sur le rayon de courbure. Enfin, de toute façon, c'est pas encore R à ce stade-là. Ça va venir, mais on y est parti. Donc M multiplié par V0 carré sur le rayon de courbure est égal en fait à la valeur absolue de Q fois V0 fois B. Donc, le rayon de courbure, vous voyez qu'il y a des V0 qui se simplifient vaguement, vaut tout simplement en fait M sur valeur absolue de QB fois V0. On a donc un mouvement plan avec un rayon. Est-ce que il n'y a que des constantes dans le tas là? La masse est constante, la charge est constante, le champ magnétique est constant, la vitesse initiale est constante. Et donc on a un mouvement plan de rayon de courbure constant. On a donc un mouvement circulaire. Voilà l'idée. Le mouvement d'une particule chargée dans B uniforme et constant avec V0 perpendiculaire à B est donc, alors on va lister, circulaire, uniforme, enfin je vais faire autre sens, c'est donc uniforme. Ça on sait depuis le début par le terminologie cinétique, circulaire, de rayon quoi? Ouais. Oui, RC, donc de rayon, effectivement, ce truc-là, d'accord, de rayon, en fait, grand R est égal à valeur absolue de non, pardon, est égal à M, V0 sur valeur absolue de Q, B. Comme c'est un mouvement circulaire uniforme, il a donc quoi comme propriété? Et donc, un mouvement circulaire uniforme, il est aussi périodique, d'accord? Et donc, périodique de période grand T, qui va valoir quoi, tout simplement? Ouais, alors, on n'a pas de θ point là. 2πr sur V, c'est quand même plus simple que 2π sur θ point. Et donc, 2πr sur V, vous remarquez que ça fait 2π fois tout ça divisé par V, V étant égal à V0. Vous tombez donc sur un truc qui est... Bah, ça c'est normal, c'est la période, hein, ça serait pas reste constant, sinon c'est pas en périodique. C'est 2π, 2πm pardon, sur valeur absolue de Q fois B. D'accord? De là à dire, ou de pulsation, parce que là vous avez quand même un magnifique 2π qui vient de sortir, d'accord? Donc la pulsation ça vaut quoi? Ou de pulsation oméga C égale QB sur M,
Et cette pulsation, elle porte un nom, ça s'appelle la pulsation cyclotron. Parce que c'est la pulsation qu'on a dans un cyclotron. Et maintenant, parce qu'on a plein de temps, petit exercice d'homogénéité. Est-ce que le monsieur il s'est planté ou est-ce qu'il ne s'est pas planté? Pourquoi cette formule est homogène? Et Coulomb fois Tesla. Allez, vas-y Camille, prends le mur et avance. Coulomb fois Tesla, tu n'y arriveras jamais. Moi, je ne partirai pas comme ça. On va essayer de faire un truc plus intelligent. Vous avez littéralement 1 minute 30 pour me prouver que c'est homogène ou je me suis planté. Au choix. De toute façon, je me suis planté. J'espère pas, ça m'embête comme ça. On réfléchit. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sors ta calculatrice? Pourquoi tu sors ta calculatrice? Camille, c'est le mec, tu lui dis tu me prépares à bouffer, il sort son portable. Oui, bonjour, rapide tagine. Voilà, c'est cool, on est parti quoi. Le mec, il fait tout sur Uber Eats quoi. Alors non, tu vas utiliser ton cerveau, d'accord? Et tu vas essayer de trouver que c'est homogène. Ouais, j'ai une affection forte pour ce genre de nourriture. Ouais. Vous faites ce que vous voulez de votre vie à partir du moment où vous me prouvez que c'est homogène. Et vous n'avez besoin que des formules qu'on a vues dans ce cours. Même quasiment que de la définition de la force de Lorentz. Et donc je vous informe, si vous ne l'avez pas compris, que partir avec des Coulomb et des Tesla, c'est s'exposer à un échec certain. C'est parce qu'après, une fois que vous êtes là, vous n'êtes pas bien. D'autant que vous n'avez aucune formule avec des Tesla dans votre cours pour l'instant. Vous êtes d'accord, c'est la seule qui vous dit. Déjà, il faut prouver que c'est quoi? En fait, vous avez déjà une idée de l'objectif ou pas? Il faut prouver que ça, c'est des secondes moins 1. Les radians, je vous rappelle, n'ont pas de dimension, donc c'est pas très grave. Il faut donc prouver que valeur absolue de QB sur M est l'inverse d'un temps. La minute 30 est écoulée. Samy. Ah non, pendant j'ai le début. T'as le début, mais donc t'as la fin, vu qu'il n'y a qu'une étape. Ouais. Non mais tu prends pas ça, on part du début, hein. Si ça c'est homogène, je sais que ça c'est homogène. Je suis pas... Voilà, facile. Ouais. Pour l'instant, je vous ai pas prouvé que c'était une distance, on est d'accord? Ça se trouve, je me suis planté ici aussi, hein. Vous n'en savez rien. Ouais. Ouais, compliqué. C'est compliqué là. Vous voyez pas, QV c'est quoi? QB, pardon. QB. Bah oui, non, bah pas des Coulomb Tesla, justement. Donc, comme QVB, c'est une force, bah QB, c'est donc une force sur une vitesse. C'est donc des kilogrammes mètres seconde moins 2 divisé par des mètres seconde moins 1. Donc bon, de là à dire que c'est des kilogrammes seconde moins 1, il n'y a qu'un pas que je vais franchir allègrement. Et que donc, si je divise par une masse, bah, ça va me donner des secondes moins 1 et je suis content. Terminé, au revoir. Morale de l'histoire, ne revenez pas aux unités de base, vous n'allez pas vous en sortir. D'accord? C'est tout. On est clair là-dessus? Donc si vous voulez le noter, hein. D'accord. La dimension de QB sur M, c'est bien des secondes moins 1, donc c'est OK. Et c'est OK. Et c'est OK que ce soit OK. Je sais que c'est le train en ce moment, ma fille dit ça à peu près 17 fois par heure. Donc j'ai compris que là, il y avait un truc qui se passait en ce moment avec. Et c'est OK. Voilà, manifestement, voilà. On est d'accord là-dessus? Bien, il me reste un quart d'heure pour vous faire la version
Donc, ah non, il faut que je finisse quand même. Donc, ce que vous êtes censé savoir faire, c'est la chose suivante. Si je fais un espèce de bilan. Ce bilan, il va être en deux cas. Alors, on va faire plein de couleurs, diverses et variées. Donc, on part toujours de la même situation. J'ai une vitesse V0 comme ça et un champ magnétique qui vient vers vous. D'accord? Donc, je vais le dessiner deux fois. Pourquoi je fais une disjonction de cas? Effectivement, en fait, je vais avoir le cas où Q est positif et le cas où Q est négatif. Dans le cas où Q est positif, comment va être la trajectoire? Donc, vous dégainez vos trois doigts de la main droite. Vous faites QV, B, et donc la force initiale en tout cas, va être vers le bas. Autrement dit, votre trajectoire, ça va être un cercle, ça vous le savez, qui va être comme ça. On est d'accord là-dessus? Avec effectivement votre centre ici haut, votre rayon R qui vaut QV0, qui vaut M V0 sur QB. Encore? J'ai pas mis de... Oui. Ben non. QV comme ça, B par là. Je sais pas. On est d'accord que QV est par là, B est par là. Donc le troisième vecteur est vers le bas. C'est bien vers toi, non? C'est bien. Non mais il faut que tu bascules là. Non. Le pouce c'est QV. Ton index c'est B. Ton index, celui-là, le deuxième, voilà. Bah, si tu changes l'ordre des doigts, ça pose des problèmes sur le projecteur quand même. D'accord? Quelle est la distance ici? Donc en gros, la distance ici, c'est aussi R. Hein. On est d'accord? Donc, pour celles et ceux qui se posent la question de pourquoi on n'est pas passé en polaire dès le départ et pourquoi on s'est coltiné freiné. Bah en fait, la raison elle est simple, c'est qu'on ne connaît pas le centre. Et comme vous ne connaissez pas le centre, vous ne pouvez pas poser les polaires avant d'avoir trouvé que c'est le centre. Donc d'avoir fait le boulot. Si Q est négatif, qu'est-ce qui va se passer? Ma trajectoire, en fait, va être vers le haut. Comme ça. D'accord? Voilà. Et vous aurez cette fois un rayon, ici, R qui va être égal à moins MV0 sur QB. Tout simplement parce que Q est négatif. Oui. C'est exactement ça. Tout à fait. Voilà. Et il y a effectivement des petites... Alors, le fait que ça fasse des spirales au lieu de faire des cercles, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas lié au frottement, mais au fait qu'une particule accélérée, elle perd de l'énergie. D'accord? C'est le principe d'une antenne, globalement. Et donc, elle va perdre de l'énergie cinétique au fur et à mesure. Voilà. On est d'accord là-dessus? Donc, vous devez déterminer le sens de la trajectoire par un petit dessin, et ensuite savoir retrouver les choses. Petit 3, c'est ça? Oui, je t'écoute, Samy. Une particule accélérée rayonne de l'énergie. Elle perd de l'énergie, littéralement, dès qu'elle subit une accélération. C'est comme ça. Voilà. Une énergie, une puissance qui est proportionnelle au carré de son accélération. Oui, Louis. Oui, c'est ça, après. Parce que là, on n'a pas tenu compte du fait qu'elle perd de l'énergie à cause de son accélération. Là, elle est accélérée, on est d'accord? Je vous rappelle que c'est parce que le mouvement est uniforme que la particule n'est pas accélérée. Donc l'accélération est non nulle, le vecteur accélération. C'est bon? C'est quoi? Non, mais c'est juste parce que c'est pas un mouvement avec uniforme, quoi. Ouais. Oui. Non, a priori, son énergie cinétique descend. Ça, c'est grave. Petit 3, si je me trompe pas, c'est ça? Puisque j'ai le temps. Petit 3 hors programme. Cas général et démonstration. D'accord? Donc cette fois, on va se placer dans le cas général. D'accord? On va virer Freinet et on va faire ce qu'on fait quand on n'a aucune idée de la trajectoire. On va se mettre en cartésien.
D'accord? On y va. Donc, on considère que B, ça va être égal à B fois EZ. D'accord? Voilà. Et que V0, alors en fait, V0, je vais le décomposer en deux. Là, donc, je ne vais pas me mettre dans le cas général, c'est-à-dire dans le cas où V0 est perpendiculaire à B, mais je vais pouvoir toujours définir une composante que je vais appeler V0 orthogonale, qui va être selon EX, et V0 parallèle, qui va être selon EZ. On est d'accord? Donc ça, je vais dire que c'est V0 orthogonale EX, plus V0 parallèle EZ. Si je fais un dessin, hein, ça vous raconte grosso modo que... Je vais essayer de garder les mêmes couleurs, parce que j'ai l'impression que je fais plus du Picasso qu'autre chose depuis tout à l'heure, là. Que donc, si je prends mon vecteur B ici, je vais avoir un vecteur vitesse qui, a priori, est comme ça. Et ça, en fait, c'est V0 parallèle. Et ça, c'est V0 parallèle EX. Et ça, c'est V0 orthogonal EZ. D'accord là-dessus? Donc ça, c'est vraiment le cas le plus général. Oui. Oui, c'est un indice, oui. C'est la composante orthogonale à B et la composante collinaire à B. C'est ce que j'ai dessiné là. D'accord? Voilà. Alors on va faire un truc très... Donc là, on va pas se poser trop de questions. Donc, le théorème de la quantité de mouvement mène à le fait que la masse fois l'accélération, c'est égal à QV vectoriel B. Oui. Oui, si vous avez dit que c'est perpendiculaire à EX. Non, j'ai jamais dit que c'était perpendiculaire à X. J'ai dit que c'était selon X, ça se voit, c'est écrit en gros. C'est perpendiculaire à B. Pardon. Là, je suis d'accord. D'accord, je la refais. Oui. V0 parallèle EZ. C'est exactement ce que j'ai écrit là-bas. Grâce à lui. Parce que sinon, c'était pas exactement ce que j'ai écrit là-bas. On est d'accord là-dessus? Alors maintenant, je vais projeter ça bêtement. On est d'accord? Et donc, je vais avoir tout simplement que... Alors, a priori, en fait, V, ça s'écrit comment en cartésien? De manière générale, hein, c'est x.ex plus y.ey plus z.ez. Je ne me pose pas trop de questions, hein, c'est la vitesse à un instant t, j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans cette histoire. Vectoriel BEZ. On est d'accord là-dessus? Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais développer mon produit vectoriel. Donc là, on va voir si vous avez retenu le début. Concentrez-vous là. Ça, c'est donc QX point, ça fait quoi? EX vectoriel EZ. Ça fait effectivement moins EY plus QBY point EY vectoriel EZ. EX effectivement. Et ensuite, mon dernier terme, EZ vectoriel EZ. 0 effectivement, puisque EZ est collinaire à lui-même sans aucune forme de problème. On est d'accord là-dessus? Donc en fait, vous voyez que votre force n'a de composante que selon X et Y, ce qui est normal, elle est toujours perpendiculaire à B. C'est pas un scoop. Bon, bah une fois que je projette ça, ça va pas être compliqué. Je vais donc avoir mes trois équations. J'ai donc mx seconde qui est égal à moins q, non pas moins, plus qb y, my seconde qui est égal à moins qb x point, et mz seconde qui est égal à 0. Projection de mon théorème de la quantité de mouvement sur mes trois directions cartésiennes. D'accord? Alors, la dernière équation, on va lui faire un sort très très vite. Ça vous raconte quoi sur z point? Vu que z seconde est nul, z point est une constante effectivement et vaut tout simplement ce que j'ai appelé tout à l'heure V0 parallèle. D'accord? Donc z point est égal à une constante est égal à V0 parallèle. Autrement dit, dans la direction de B, votre mouvement il est uniforme. Votre truc en fait dérive lentement vers le haut sans aucune forme de problème. Ça, c'est la preuve que le mouvement est plan quand V0Z est nul. D'accord? Hein, c'est une petite remarque. Ceci prouve la planéité du mouvement
Donc la preuve la plus simple de la planarité du mouvement, c'est celle-là. D'accord? En gros, vous faites ça, vous dites que V0Z est nul, donc le mouvement est plan, puisqu'il est forcément dans le plan axial. Oui? Vous avez dit que pour les concours au-dessus de ceci F, il faut retenir l'autre. Non, c'est pas l'autre, c'est que vous devez savoir manipuler la formule f de x plus dx égale f de x plus θ de x fois... Ça s'utilise tout le temps, c'est la base de la physique en fait, cette formule-là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'utilise dans chaque chapitre dès que j'ai envie de faire un truc un peu intelligent. C'est la méthode de l'air, c'est l'équation de la tangente, on l'a vu des dizaines de fois. D'accord, cette formule-là. On peut retrouver l'intégralité de la physique juste avec ça, donc si vous voulez, c'est la base quoi. On est d'accord là-dessus? Alors, après, à partir de ce stade-là, vous avez plein de façons différentes de faire. Moi, je vais vous en donner une hyper rapide et hyper élégante. Donc, ceci est hors programme, de toute façon. Hein. Donc, voilà, d'accord. Ça, c'est juste pour vous montrer comment on fait, pour montrer que le mouvement est plan. Mais je vais aussi montrer que le mouvement est circulaire dans le truc XY. Il y a plein de façons de faire. Une des façons de faire, c'est de faire une combinaison. Alors, il y a des intégrations multiples, il y a des substitutions, des machins et tout. Mais il y a une façon vachement plus intelligente que ça. Or, EC est conservé. Vous êtes d'accord que l'énergie cinétique est conservée? D'accord? Parce que il y a plusieurs façons de le voir, mais c'est la même chose, c'est comme la puissance de la force est nulle tout le temps, le théorème de la puissance cinétique va raconte que c'est une constante. La conservation de l'énergie cinétique, c'est un truc qu'on n'a jamais utilisé, on va le faire maintenant. Ça signifie donc que 1,5 de m x point carré plus y point carré plus z point carré, d'accord, est égal à 1,5 de mv0 carré. Vous voyez que les 1,5 de m dézinguent sans aucune forme de problème, d'accord? Et donc, en fait, vous avez que x point carré plus y point carré, mais en fait, z point, on connaît z point. C'est v0 parallèle plus v0 parallèle au carré est égal en fait à v0 perpendiculaire au carré plus v0 parallèle au carré, qui est l'expression de v carré au départ. Et là, vous voyez en fait que les V0 parallèles disparaissent, d'accord? Et on se retrouve avec un truc, bon, qui est ce qu'il est, qui est donc que on a x point carré plus y point carré, qui est égal en fait à V0 perpendiculaire carré. Ça, c'est un truc intéressant, ça vous montre qu'en fait, la vitesse est uniforme, mais en fait, même les deux sous-composantes sont uniformes. C'est-à-dire que la partie perpendiculaire, enfin collinaire AB plus exactement, ne bouge pas, et grosso modo, le module de la vitesse dans le plan perpendiculaire AB ne bouge pas non plus. C'est pas un résultat très intéressant, mais voilà. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de s'extraire de ça. Et donc, je vais repartir de là. Or, x secondes, c'est égal à QB sur M, facteur de Y point. Vous êtes d'accord avec ça? Et Y seconde, c'est égal à QB sur M avec un magnifique moins, facteur de X point. J'ai divisé par M. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer ces trucs-là. Non pas les résoudre, mais je vais intégrer. C'est quoi une primitive de X point point? C'est X point, d'accord? Donc, si vous avez deux trucs, c'est-à-dire qu'une primitive de ça est égale à une primitive de ça plus une constante, d'accord? C'est quoi une primitive de ça? Oui, enfin voilà, il faut QB sur M, effectivement. C'est donc égal à QB sur M, facteur de Y, plus une constante que je vais appeler C1. Je peux faire exactement la même chose avec l'autre, vous êtes d'accord? Et donc, je vais avoir Y point qui est égal à moins QB sur M, X, plus C2. Comment je fais pour déterminer C1 et C2? Condition initiale, d'accord? Donc, or, y de 0 est égal à x de 0 est égal à 0. D'accord? X point de 0, c'est égal à V0 perpendiculaire si je ne me trompe pas. Et y point de 0, c'est égal à 0. Vous vous souvenez, c'est comme ça que j'ai décomposé V0 au départ. On est au clair? Donc maintenant, ça me permet de trouver C1. Ça vaut combien C1? Ou plutôt, alors le plus facile, c'est C2. Ouais. Donc C2 vaut 0, effectivement. C'est la base. Donc, C2 est égal à 0. Et C1, ça vaut quoi? Ça vaut en fait tout simplement V0 orthogonal, sans problème. Oui. Parce que c'était
c'est les deux composantes de V0. V0 parallèle, celle qui est parallèle à B, V0 orthogonale, celle qui est orthogonale à B. Parce que dans ce passage, on prend du coup Oui. Et donc, une fois que j'ai fait ça, vous voyez que je peux remplacer x point et y point là-bas. Et donc, en remplaçant, j'ai un truc absolument incroyable qui est la chose suivante. X point, je vais le remplacer par QB sur MY plus V0 orthogonal au carré. Et Y point, je vais pouvoir le remplacer directement par QB sur M fois X. D'accord? Plus évidemment avec un moins, mais comme c'est au carré, ça ne va pas changer grand-chose. Et ça, c'est égal à V0 carré orthogonal. On est d'accord là-dessus? Petite remarque, si jamais vous n'avez pas de composante parallèle, le V0 orthogonal, c'est le V0 de tout à l'heure. Alors, les plus réveillés d'entre vous, qu'est-ce qu'on commence à voir se pointer là? Vous le voyez toujours pas? C'est pas grave, ouais. Oui, non, mais c'est quoi ça? Hein? Non. Il y en a un c'est avec un moins. Alors, on va se pareil, j'ai poussé le bouchon. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier l'intégralité de cette expression par m sur qb au carré. D'accord? Donc, grosso modo, je vais me retrouver avec un truc qui est que c'est y carré plus m sur qb facteur de v0 orthogonal au carré. Je vais mettre un x carré ici, je vais le déplacer pour que ça ressemble à quelque chose. Et je vais avoir un truc horrible qui est q carré, b carré, v0 carré orthogonal sur m carré. Ouais. Mais non. Oui. Non plus. Ah, ça serait que le moment s'il y avait un t. Là, c'est plutôt l'équation de la trajectoire, on est d'accord par définition. Allez là. Il n'y a pas un ou une. Merci. Ceci est l'équation cartésienne d'un cercle. Donc, ceci vous prouve que la trajectoire est circulaire. D'accord? Ceci est l'équation d'un cercle. Deux rayons, deux centres quoi? Non. Comment ça, on ne sait pas? Putain, vous ne connaissez pas l'équation cartésienne d'un cercle à votre niveau, quoi? Ah, la gravitude, quoi. Deux centres, 0, moins Q, moins, pardon, M, V0 orthogonal sur QB. On lit le centre en lisant ce qu'il y a. Je rappelle que c'est x moins xc au carré plus y moins yc au carré égale rc au carré. Ouais. Et de rayon, la racine de ce truc-là, il faut se méfier un tout petit peu. Racine de q carré, je vous rappelle que c'est pas q, c'est a priori valeur absolue de q, et de rayon r qui vaut valeur absolue de q. Le reste, par contre, est complètement positif, donc j'ai aucun problème sur cette histoire. D'accord? Oui. Le Q dans la corbeille du centre. Oui. Non, là justement, c'est ça qui est important. C'est que le signe de Q va changer la position du centre, si vous vous souvenez du dessin que j'ai fait tout à l'heure. D'accord? Donc on trouve bien que si Q est positif, YC est négatif. D'accord? Ça descend. Et au contraire, si Q est négatif, YC est positif. L'intégralité de ce qu'on a fait dans le paragraphe précédent se retrouve là, sans aucune forme de problème. Pour moi, c'est la version la plus élégante qui soit. Vous n'avez pas d'équation différentielle à résoudre. Vous substituez dans l'énergie cinétique et vous avez magnifiquement l'équation cartésienne d'un cercle. Les versions plus classiques vous donnent deux oscillateurs harmoniques et vous trouvez que x est un oscillateur harmonique, y est un oscillateur harmonique et que ça fait qu'un cercle dans cette histoire. On est d'accord là-dessus? Voilà, ceci termine le premier chapitre de mécanique. Demain, on attaque le moment cinétique. D'accord? Voilà.